À 10 jours du second tour de la présidentielle, certaines investitures pour les prochaines législatives ne sont pas encore fixées. Le point dans le département avec Cécile Petitdent. La plus grande inconnue à 2 semaines du dépôt des candidatures, ce sont les investitures En Marche. Une seule en Loire-Atlantique est connue, celle de Valérie Opelt sur la 2e circonscription, Nantes-Centre. Elle s'opposera à Alain Robert pour le Parti socialiste, Sébastien Pilard pour les Républicains, Pascal Chiron pour Europe Écologie Les Verts et Agnès Crissement pour le Front National. Ailleurs, c'est l'attente et parfois même très flou. Exemple dans la 10e, le Vignoble, la députée sortante socialiste Sophie Errante a été désinvestie par le PS et attend une investiture du camp Macron. Le PS, de son côté, est en stand-by et renoncera sans doute à présenter quelqu'un, préférant soutenir Europe Écologie Les Verts comme le prévoit l'accord national. Autre circonscription emblématique du flou ambiant, la première, celle de Nantes-Nord, Orvaux-Sautron. Le sortant, c'est François de Rugy, écologiste, élu depuis 2007 sur la base d'un accord avec le PS. Depuis, il a quitté Europe Écologie Les Verts et rejoint Emmanuel Macron. Il attend une investiture En Marche ou un ministère. De son côté, le PS cherche un candidat de gauche à soutenir. Aymeric Céasso, le candidat communiste Front de Gauche, en tout cas lui, aimerait beaucoup réunir les gauches derrière lui, à moins que Pascal Bollot, actuel suppléant de Rugy, socialiste, ne finisse par y aller. Sur cette même circonscription, la première, toujours, l'UDI, Hervé Grélard, lui aussi a demandé son investiture En Marche et attend. S'il ne l'a pas, il se retirera. Chez les Républicains, Julien Bainvel est bien le candidat désigné et au Front National, c'est Guylaine Friard. Bref, on le voit, jamais à 15 jours du dépôt des candidatures, il y aura eu autant d'inconnus. Décidément, les élections 2017 sont inédites. Cette semaine, les zadistes, le collectif Copain 44 et les élus opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes se sont mis d'accord. Ils ont enlevé les principaux obstacles installés sur la route RD 281. Des paysans, une dizaine dans ce secteur, avaient besoin de pouvoir circuler ici avec leurs engins agricoles. Désormais, la voie est libre. Cette situation tranche avec ces images d'archives. La fameuse route des chicanes était devenue un symbole politique et médiatique de la zone à défendre. Depuis le 5 novembre 2012, elle est officiellement fermée par un arrêté du président du département de Loire-Atlantique. La demi-finale de Coupe Davis France-Serbie va-t-elle se dérouler à Nantes? La ville s'est portée candidate mais doit faire face à de sérieux concurrents. Il y a cette photo que j'aime particulièrement puisque c'est avec Jo-Wilfried Tsonga. Ce serait vraiment un vrai plaisir de pouvoir l'accueillir à nouveau. Avec lui, Gasquet ou Djokovic seraient 2 autres grands noms des cours à évoluer dans la Cité des Ducs. La ville n'a donc pas tardé à proposer sa candidature. Il y a l'aéroport international, le tramway, enfin tout est réuni, la capacité hôtelière. C'est intéressant pour une ville d'accueillir ce type d'événement. Parce que les retombées médiatiques, économiques, l'engouement que ça apporte par rapport à toute la population sportive. Principal atout mis en avant, le hall XXL pouvant accueillir jusqu'à 11 000 spectateurs. L'enceinte avait déjà été le théâtre du mondial de handball en janvier. Ça coûte aux alentours de 600 000 € à Expo Nantes. Là, il y aurait probablement des coûts supplémentaires liés au fait qu'il faudrait quand même mettre un court en terre battue parce que je crois que ce sera le choix qui sera fait. Les coûts sont importants, mais le jeu en vaut la chandelle très nettement. Problème, le hall nantais doit faire face à de sérieux concurrents, les stades de Lille et Marseille en tête, d'autant que l'équipe de France souhaite jouer la rencontre en extérieur. Est-ce qu'il va jouer à l'extérieur au Touquet ou à Lille ? C'est pas évident. On espère que sera prise en compte aussi l'envie qu'on a manifestée en se positionnant extrêmement tôt. On a un outil et on a des coûts qui sont dimensionnés correctement par rapport à l'événement. On n'est ni trop petit ni trop gros. La décision doit être communiquée par la fédération d'ici le 2 mai. Fin de saison pour les volleyeurs nazériens. Ils ont été battus par Cannes en demi-finale des playoffs de Pro B. Le bilan de la saison est malgré tout positif, Olivier Caillé. Les volleyeurs nazériens n'auront pas eu le temps de croire en leur chance. Hier soir à Coubertin, en match retour des demi-finales des playoffs, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils ont étouffé sur les 2 matchs par leur qualité de service. Et contrairement au quart de finale contre Cambrai, on n'a pas su offensivement compenser parce que la densité physique de leur bloc était supérieure et c'est en partie pour ça qu'on a été dominé, mais voilà, on est en compétiteur qu'on est, on est quand même frustré, mais on a fait une super saison.
Une saison qui avait pourtant pour objectif de se maintenir en Ligue B, mais avec une 5e place au classement de la saison régulière et ce dernier carré des playoffs, la satisfaction primait sur la déception au soir de ce dernier match. Si on m'avait dit au tout début de l'année qu'on allait faire demi-finale en play-off, moi je signais tout de suite. Après inespéré, non, parce qu'on avait un beau collectif, on a bien travaillé tout au long de l'année. Encore une fois, je pense aussi que c'est pour ça qu'on arrive à la limite physiquement, parce qu'on a travaillé vraiment dur toute l'année pour atteindre chaque objectif qu'on se fixait entre nous à chaque fois après avoir atteint le maintien. Et pour bonifier cette bonne saison, les dirigeants ont d'ores et déjà les regards tournés vers l'avenir. On va essayer de garder le maximum de joueurs pour pouvoir continuer cette aventure et consolider l'équipe pour qu'elle ait les bons mécanismes de jeu et qu'elle ait l'habitude de jouer ensemble. Pour que le SNVBA retrouve au plus vite son rang dans l'élite du volley français. Le plan de réhabilitation et de requalification est un plan ambitieux. C'est un investissement de plus de 59 millions d'euros de la puissance publique. On a beaucoup travaillé avec les habitants et il s'agit d'intervenir sur les logements avec plus de 900 logements sur le territoire nazérien qui vont être réhabilités, requalifiés. Une intervention aussi importante sur les espaces publics et ça, c'était la demande des citoyens de ces quartiers avec demain des jardins publics de qualité pour pouvoir se poser, profiter, partager, des jeux pour enfants, des jardins potagers, mais aussi la reconstitution de places de quartier pour pouvoir se rencontrer, de pôles de proximité, avec une étude sur la requalification du centre commercial de la Tréballe, mais aussi une intervention assez forte autour de l'école Brossolette dans le quartier du Petit Caporal. Il nous reste quelques études pour finaliser le projet et le projet s'étalera de 2017 jusqu'à 2022. Notre objectif, c'est d'avoir fini l'ensemble de cette réhabilitation, des logements aux espaces publics en passant par les équipements et le centre commercial de la Tréballe en 2022. Alors, il y a 10 quartiers de la ville de Saint-Nazaire qui sont concernés par ce projet de réhabilitation-requalification. Ce sont les quartiers qui sont situés autour du quartier de la Tréballe et puis les quartiers qui sont situés au nord de la ville, Petit Caporal, Berthaudry, Robespierre, jusqu'à Prézéga. Alors, ce sont les quartiers prioritaires tels qu'ils ont été ciblés par l'État dans le cadre de la politique de la ville. C'est à peu près 8% de la population nazérienne qui sont concernés par cette réhabilitation-requalification. On a choisi de sortir un petit peu des terrains connus et on a choisi d'aller interroger le plus de Nazériens possible dans ces quartiers prioritaires. On a confié cette tâche à 12 médiateurs qui sont issus de la ville de Saint-Nazaire, en grande partie de ces quartiers prioritaires, et ils ont été, à l'aide de tablettes, proposés aux habitants de ces quartiers de dessiner l'imaginaire souhaité pour la réhabilitation de ces futurs quartiers. Il y a plus de 800 mixtes qui ont été faits pour ces quartiers. On considère qu'il y a entre 500 et 600 Nazériens qui ont pu donner leur avis de tous ces quartiers, mais aussi de tous les âges, des petits jusqu'aux grands. Et puis surtout, on a beaucoup de Nazériens qui ne sont pas des habitués de la participation citoyenne qui, grâce à cette innovation, ont pu aussi faire part de leur envie, de leurs besoins et de leurs utopies.